Retrouvez 36.9 avec Aquatis à Lausanne et vivez la magie de l'eau douce. Bonsoir à tous. Vous le savez, une épidémie de rougeole sévit actuellement en Europe. 1 500 000 enfants meurent chaque année dans le monde de maladies infectieuses. Et pourtant, chez un nombre grandissant de personnes, le vaccin fait plus peur que la contagion elle-même. Comment en est-on arrivé là? D'où vient cette défiance dans la population occidentale? Quelle est cette inquiétude qui rend de jeunes parents réticents à faire vacciner leurs enfants? Nous avons voulu entendre leurs doutes, leurs difficultés à se faire une opinion dans un vacarme d'informations contradictoires. Comme on vaccine des enfants en bonne santé à titre préventif pour un risque hypothétique, il est légitime que les parents s'interrogent. Enquête au cœur du vaccinoscepticisme avec Christophe Ingard et Sophie Gabu. Tous les vaccins, sans exception, contiennent des métaux lourds comme l'aluminium et le mercure. Expliquez-moi pourquoi il y a de plus en plus de vaccins, mais de plus en plus d'enfants malades. On l'a amené à l'hôpital et là on a appris qu'il serait handicapé à vie. Et je souhaitais simplement attendre les 2 ans de mon fils avant de le faire vacciner, qu'il fasse ses premières défenses immunitaires tout seul. C'est juste faux. Dans un vaccin, figurez-vous qu'il y a du poulet. Le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Il va aussi y avoir du chien dans le vaccin. Négation, inutilité de certains vaccins, effets secondaires dramatiques et j'en passe. Y a-t-il un réel intérêt à vacciner nos bébés ou à les protéger de la mort? Vous vous informez beaucoup sur Internet pour avoir des réponses aux questions de la vaccination? Oui. Que ce soit les groupes Facebook comme ça ou aussi d'autres sites autres que je peux trouver comme ça sur Google. Et c'est facile de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie? Non. Non, c'est clair que voilà, moi je lis, je trouve des informations. Après, c'est vrai que on ne sait jamais si c'est vraiment vrai ou si c'est des articles qui sont pas forcément fiables. Mais en tout cas, on trouve de tout, ça c'est clair. Info et intox. La grande question. Il y a aujourd'hui trop d'informations, trop d'opinions contradictoires. Face à cette surabondance, cette jeune mère est perdue. Elle attend des réponses claires, mais elles ne viennent pas. Conséquence, Mathis a bientôt 6 mois et n'a encore reçu aucun vaccin. Cette hésitation vaccinale n'est pas un cas unique. Joël a rendez-vous régulièrement avec d'autres jeunes parents. Presque tous se posent des questions sur la vaccination et plusieurs ici n'ont pas encore immunisé leur enfant. Mais toi, du coup, t'avais fait les vaccins ou bien avec la... Ouais, donc j'ai fait pour les deux. Donc ta petite, elle a été hospitalisée après le vaccin, c'était ça? Moi, c'est ça qui me faisait peur. Hospitalisée 10 jours après le vaccin, ouais. Après, je sais pas si c'est en lien avec le vaccin ou si c'est plus en lien avec le fait qu'elle a eu une visite chez le pédiatre et puis que le pédiatre, il y a des microbes et puis qu'elle a développé ce microbe qu'elle aurait chopé là-bas, en fait. C'est un peu compliqué de savoir, mais en fait, on sait vraiment pas si on fait bien ou pas. Il y a plein de choses qui font peur, quoi. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, la maladie ou le vaccin? C'est la grande question, ça dépend des maladies. J'ai vu des reportages, il y a des grosses réactions après des vaccins et j'aimerais pas en fait prendre ce risque-là. Il y a toujours eu de la résistance à la vaccination. Historiquement, on sait que depuis les premières campagnes de vaccination, une partie de la population s'est opposée. On raconte même qu'il y a eu des manifestations dans la rue en Angleterre en 1880 et quelques années pour s'opposer à ces campagnes de vaccination, où certains voient une intrusion de l'État, la logique collective qui viendrait enlever la liberté individuelle. Et on a toujours eu ça, que ça soit dans les pays comme la Suisse ou à l'échelle mondiale, il y a toujours des résistants. Ce qu'on voit émerger depuis maintenant 2-3 décennies, c'est peut-être une forme un peu plus accentuée de nouveau, ou surtout une visibilité plus grande de cette hésitation qui est véhiculée notamment par Internet et les réseaux sociaux.
Je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu avec tous ces débats qu'il y a sur les adjuvants, les choses comme ça. Donc j'aimerais bien... C'est dur de se renseigner quand même, d'avoir des vraies informations factuelles là-dessus. Il ne faut pas faire confiance aveuglément parce que c'est le médecin qui dit. Je pense qu'il faut avoir plusieurs avis et ensuite c'est nous, à nous parents, de prendre la décision finale. Même si c'est pas évident, ça c'est sûr, c'est pas facile. Mais on veut que le bien de nos enfants, c'est ça. C'est ça. En Suisse, il n'y a pas de chiffre exact. Mais les pédiatres interrogés estiment que 10% des parents sont aujourd'hui vaccino-hésitants. C'est encore peu par rapport à la France, où 40% de la population doute de la sécurité des vaccins. Ce vaccino-scepticisme est le fil rouge de notre enquête. Vous allez voir que certains doutes liés aux vaccins sont fondés, que tous les vaccins ne se valent pas. Mais il suffit de quelques individus frontalement opposés au vaccin pour faire trembler toute la société. Alerte à la rougeole, la maladie peut avoir des conséquences graves. Nous assistons à une épidémie de rougeole comme nous n'en avons jamais vu en Suisse depuis 10 ans. L'équipe médicale est sur la brèche. Une 70aine de cas ont été recensés. En tout, il y a eu près de 15 000 nouveaux cas de rougeole l'an passé en Europe, alors que le nombre d'infections avait radicalement diminué il y a une dizaine d'années. 87% des malades n'ont pas été vaccinés. Les barrières s'effondrent aussi pour d'autres maladies. 2013, foyer de polio en Syrie. 2017, retour de la diphtérie en Birmanie. Si une population ne se vaccine plus, durant une courte période, cela ne va pas forcément présenter des risques. Car si les individus autour d'eux sont vaccinés, ces gens vivent sur les bénéfices d'une société où tous les autres sont vaccinés. Mais si cette non-vaccination se répand, nous allons vite atteindre un stade où la population est sous-immunisée et il ne faut pas grand-chose pour que la population soit sous-immunisée. Nous estimons qu'un taux de vaccination en dessous de 80% de la population est suffisant pour que les maladies infectieuses puissent à nouveau se répandre. L'histoire de la vaccination avait pourtant bien commencé, et de façon naturelle. Voici un violent acteur de notre passé, le virus de la variole. Les symptômes, fièvre très élevée, nausées et vomissements, puis éruption cutanée et possible atteinte au cœur et au système nerveux. La variole tuera une personne contaminée sur 5. Les Chinois vont toutefois trouver une contre-offensive il y a un millénaire déjà. Ils prennent des enfants peu malades, prélèvent une partie de leur bouton avec un bâtonnet, puis transmettent le virus affaibli à un autre enfant. Ils découvrent que ce dernier n'attrape plus la variole. Il est immunisé. C'est la première trace dans l'histoire d'individus qui ont compris que l'on pouvait protéger les humains d'une maladie infectieuse en les mettant en contact avec le germe pathogène. Ça, c'était il y a 1000 ans. Puis, il y a environ 200 ans, le premier vaccin contre la variole a été développé. Cette découverte vient de l'observation que les jeunes femmes qui travaillaient à proximité des vaches ne contractaient pas la variole. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression anglaise « aussi belle qu'une laitière », car les jeunes femmes avaient une peau magnifique, contrairement aux autres femmes qui ne treyaient pas les vaches et qui étaient couvertes de cicatrices, séquelles de la variole. Cette observation a permis de comprendre qu'en injectant de la lymphe de vache aux humains, ces derniers étaient protégés contre la variole. Et ce furent les débuts de la vaccination. 200 ans plus tard, la variole a été éradiquée de la surface de notre planète. Et bien que cette maladie infectieuse ait tué des millions de personnes durant l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, plus personne ne peut contracter la variole. Cette maladie a été éradiquée grâce au vaccin. Ce sera ensuite la découverte du vaccin contre le tétanos, contre la coqueluche, contre la polio. À chaque fois, le même principe naturel. On injecte un virus affaibli ou une partie de ce virus dans le corps. Chez la majorité de la population, les globules blancs vont repérer le corps étranger, l'éliminer facilement et garder en mémoire une trace de son passage. Ainsi, notre corps ne sera pas malade si le virus débarque.
Non, les vaccins n'ont pas sauvé le monde à eux seuls. Mais il y a un consensus auprès de tous les spécialistes interrogés. Les premiers vaccins ont été un grand pas pour l'humanité. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que l'amélioration de la vie et la longévité ont augmenté. Il y a bien sûr l'amélioration de l'hygiène, il y a bien sûr la technologie médicale, mais d'un point de vue historique, les vaccins ont prévenu des millions et des millions de décès. Tu as déjà choisi quel côté tu veux faire le vaccin? À droite. Et ça va faire mal? Après le 3, tu sens un petit pic. Respire bien, un tout petit peu. On se concentre sur la respiration? Ça va pas brûler? Tout petit peu. 1, 2, 3 pics, ça fait mal. C'est fini. Et bravo. On va faire comme ça. C'est où que je dois mettre le sparadrap? Sur le nez. On voit à peine, hein, Thomas. Langue. Aujourd'hui, les maladies infectieuses sont toutefois des menaces abstraites pour de nombreux individus. Joëlle, elle, a peur des vaccins. Avec le père de Mathis, elle a rendez-vous aujourd'hui chez le pédiatre pour le contrôle des 6 mois. C'est vrai que la dernière fois, on avait évoqué pas mal de questions. Et puis, voilà, je sais pas, où est-ce que vous en êtes par rapport à la réflexion, par rapport à la vaccination? Je sais que vous êtes plutôt favorable. Et puis vous êtes plutôt Moi, je suis un peu interrogative. réticente. Voilà. Ouais. Ce qui vous freine, c'est surtout les composants des vaccins. Plus que le fait de vacciner, en fait. Ouais, oui, parce que quand j'ai pu me renseigner sur sur ce que ça peut créer au niveau neurologique, tout ça, bref, ça m'a, franchement, je me dis, c'est quand même du cancer qu'on injecte à notre enfant, donc ça me bloque en fait. Alors ce qu'on entend le plus souvent, c'est maintenant quand même les composants des vaccins. Il y a eu pendant pas mal de temps l'aluminium qui a fait parler de lui. Et c'est vrai que les gens qui lisent la notice du composant du vaccin, il y a plein de produits différents, dont le formaldéhyde qui effectivement peut questionner. Et on est plutôt vraiment dans le questionnement par rapport aux produits contenus dans les vaccins, plus que par rapport à l'efficacité qui, à mon avis, est très bonne. Moi, c'était que le vaccin tétanos, vraiment, où je me disais, là, je vois vraiment une utilité quand il va commencer à se déplacer, peut-être à se griffer, à jouer dans la terre, etc. Et puis, vous, alors, qu'est-ce que... Moi, je suis plutôt inquiet de ne pas le vacciner encore aujourd'hui et de dire que finalement... j'ai l'impression qu'on a un peu tout en main pour le sécuriser et puis qu'on ne le fait pas, quoi. Finalement, moi, je suis au point mort. D'accord. J'ai encore trop d'interrogations. Franchement, c'est encore trop flou pour moi. Il y a encore plein de points que je trouve qui ne sont pas sûrs. Les risques l'emporteraient sur les bénéfices. La peur de Joëlle est fréquente. La population se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur les vaccins. Parmi toutes ces inquiétudes, les effets secondaires arrivent en tête selon l'OMS. Au cœur du problème, les adjuvants. 4 mois qui dorment pas encore la nuit, ça c'est fréquent. Un adjuvant est indispensable pour doper certains vaccins. Lorsqu'on n'injecte pas un virus entier, mais seulement des parties de ce virus, l'adjuvant permet d'avoir une réponse immunitaire efficace. Sans cet ajout, pas de réelle protection. Il existe plusieurs adjuvants aujourd'hui, parmi lesquels les sels d'aluminium. Leur mécanisme d'action n'est pas parfaitement connu, mais ils permettent globalement aux fragments du virus de former des particules de grande taille. Ces boules sont alors très faciles à repérer par les premiers escadrons de notre système immunitaire, les macrophages. Les adjuvants sont nécessaires donc, mais ceux à base d'aluminium suscitent une vive polémique dans le monde francophone. En cause, les travaux très médiatisés d'un médecin parisien que certains considèrent comme le gourou des anti-vaccins. C'est une petite minorité de patients qui n'arrivent pas à se débarrasser de l'adjuvant présentaient dans leurs muscles des particules d'aluminium. C'est un problème parce que l'aluminium est toxique. Face à nous, son opinion n'est toutefois pas si radicale. Je suis un pro-vaccin intelligent.
C'est-à-dire que, je n'arrive pas à trouver d'autres termes. C'est-à-dire que je trouve que c'est intelligent de travailler sur les effets secondaires des vaccins pour essayer de les comprendre et pour essayer de les prévenir. À l'origine, l'équipe de Romain Guérardi à l'hôpital Henri Mondor à Paris est spécialiste du muscle et de ses pathologies. Une bonne réputation internationale, de nombreuses publications scientifiques. Les recherches sur l'aluminium viendront un peu par hasard lorsque ce professeur s'intéresse à un muscle bien précis, celui dans lequel on fait des piqûres. Ça, c'est une biopsie de muscle deltoïde, donc coupé transversalement. Tous les ronds que vous voyez là, ce sont les fibres musculaires, donc qui sont coupées, qui sont des tronçons de fibres musculaires. Et vous voyez qu'entre les fibres musculaires ici, vous avez ces cellules violettes avec leur noyau noir. Et ces cellules violettes, en fait, ce sont ces fameux macrophages. Et ces macrophages contiennent des très grandes quantités d'adjuvants qu'on peut voir en microscopie électronique. Donc, Et ça, c'est plusieurs années après la piqûre. Ça, c'est des années, de longues années après la dernière vaccination. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. En clair, chez certaines personnes, l'aluminium reste dans le corps pendant très longtemps. La plupart des individus, l'immense majorité des individus, arrivent à s'en débarrasser en quelques mois. Et une petite fraction de la population n'y arrive pas. Et au site de la lésion, on a la persistance pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus de 15 ans, de ces particules d'aluminium à l'intérieur des cellules immunitaires, formant cette lésion inflammatoire du muscle et de l'enveloppe du muscle qu'on appelle myofasciite à macrophage. Et selon l'équipe de Romain Guérardi, ce tatouage vaccinal durable pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé. Marie-Laure Benaïm, par exemple, a du mal à marcher sur de longues distances. Cette femme de 58 ans dit ressentir une intense fatigue depuis qu'elle s'est fait revacciner avant de commencer un travail d'éducatrice de la petite enfance. J'ai été vaccinée en 96 et puis avec le rappel en 97 pour rentrer à l'école. Et c'est en 97, en travaillant, que j'ai commencé à sentir des symptômes un peu bizarres. Je me sentais plus aussi en forme qu'avant. J'étais encore jeune, j'avais que 37 ans. Je me disais, c'est quand même bizarre. On me disait, c'est normal, t'as pas travaillé depuis longtemps, donc c'est tout à fait normal que tu sois fatiguée. J'avais un épuisement extrême, je comprenais pas pourquoi. Plus le temps avançait et plus j'avais vraiment du mal à vivre une journée correcte, complète. On sent bien quand on n'est plus comme avant, quoi. Et je me suis dit, c'est pas le fait d'avoir retravaillé qui me met dans cet état-là, c'est pas possible, il y a autre chose. Un jour, je passais devant la télévision qui était allumée et j'ai entendu une personne qui parlait à la télé et qui disait voilà, j'ai ci, j'ai ça, j'ai tel symptôme, je suis épuisée, j'ai mal partout, ceci, cela. Et je dis, mais c'est incroyable, cette personne, elle est en train de décrire mes symptômes. Donc je me suis arrêtée, j'ai écouté, et puis elle a dit le nom de la maladie, qui est un nom qu'on ne peut pas retenir quand on ne le connaît pas, myofasciite à macrophage, évidemment, j'ai pas retenu ça, mais j'ai retenu aluminium dans les muscles à cause des vaccins. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est vrai que je me suis fait vacciner il y a quelques années, que depuis je suis plus très bien, est-ce que ça pourrait être ça ? En France, il y a actuellement quelques centaines de personnes qui décrivent les mêmes problèmes et incriminent les vaccins. Selon Romain Guérardi, le lien est clair. L'aluminium, on le met comme un adjuvant des vaccins, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de stimuler de façon non spécifique mais puissante les cellules immunitaires pour qu'elles donnent la meilleure réponse immunitaire possible. Et donc cette stimulation, tout indique qu'elle va continuer tant que la cellule n'aura pas réussi à se débarrasser de l'adjuvant. Tant que l'adjuvant persiste dans le bonhomme et dans les cellules immunitaires du bonhomme, eh bien l'effet adjuvant va avoir lieu. Et plutôt que d'avoir lieu pendant quelques semaines après l'injection, si ça a lieu pendant des années, eh bien, ça fait le lit des maladies inflammatoires chroniques, et en particulier d'une maladie qui est très proche de la clinique de nos patients, c'est-à-dire le syndrome de fatigue chronique. En 2013, la justice française donnera raison à Marie-Laure Benaïm. Selon elle, on ne peut pas exclure le lien entre la vaccination
et son incapacité de travail liée à un syndrome de fatigue chronique. Je me suis battue 10 ans, parce qu'il y a eu quand même plusieurs procès pour la reconnaissance. Et puis, j'ai fini par la dernière instance juridique qui existe, qui est le Conseil d'État, et qui a fini par constater qu'effectivement, j'avais des témoignages de gens qui me connaissaient avant et qui m'ont connue après, qui avaient témoigné qu'effectivement, j'avais énormément changé depuis que j'avais été vaccinée. Il n'existe pas actuellement de traitement contre le syndrome de fatigue chronique. La pathologie est très mal connue. La justice française fait le rapprochement avec les adjuvants, mais scientifiquement, la causalité entre aluminium et syndrome de fatigue chronique n'est pas évidente. Une étude publiée fin 2016 montre un lien possible chez la souris, mais rien de plus. Beaucoup de médecins interrogés restent sceptiques. Le syndrome de fatigue, oui. Il peut y avoir tellement d'autres raisons qui peuvent donner, par exemple, ce symptôme, que de dire qu'il y a un lien de causalité parce qu'une ou deux personnes, voire même un papier scientifique a reporté ce cas, ou certains cas, on sait que dans la systématique scientifique, ceci n'est pas égal à évidence. C'est une information, bien sûr, c'est une info. Moi, je suis aussi ce genre de littérature et d'information, mais après, il faut intégrer l'information, il faut la décrypter et puis de lui donner la juste valeur. On avait juste fait une fiche, en fait. On avait fait des fiches par maladie. De famille. Cette journaliste scientifique a enquêté pendant 2 ans pour le magazine français Science et Vie. Elle a également publié un livre avec une analyse vaccin par vaccin. Pour elle aussi, les études scientifiques sur les adjuvants sont trop rares. Aujourd'hui, on n'a pas encore la preuve, ni pour défendre l'argument de Romain Guérardi, l'hypothèse de Romain Guérardi, ni pour la contrecarrer finalement. On a des modèles animaux, mais c'est très difficile ensuite d'en déduire ce qui se passe exactement chez l'homme. Ce qui est sûr, c'est que quand bien même ces particules d'aluminium migreraient vers le cerveau et entraîneraient des effets secondaires, il faut quand même garder à l'esprit que, encore une fois, ça concerne un nombre infime de personnes exposées. Et ça, les travaux de Romain Guérardi le montrent. Et donc, encore une fois, moi, je plaide pour une ouverture, une transparence totale sur ces travaux qui en fait, devraient plutôt rassurer la plupart d'entre nous. Il faut savoir également que les sels d'aluminium sont utilisés par tous les fabricants de vaccins du monde depuis près d'un siècle. Si les effets secondaires étaient fréquents, personne n'aurait pu les cacher si longtemps. Pour en savoir plus en matière de sécurité, nous avons exceptionnellement pu rentrer sur le site de Marcy-l'Étoile, dans la banlieue de Lyon, propriété de Sanofi Pasteur. 40 hectares, près de 90 bâtiments, 4000 salariés, des dizaines de millions de doses produites chaque année pour la planète entière. Personne n'aime ici polémiquer sur les adjuvants. La communication est très contrôlée. Mais personne ne le nie. Chez quelques rares individus, peut-être prédisposés, un vaccin peut provoquer des réactions inattendues. Tous les médicaments actifs ont par définition quelques effets secondaires. Pour le vaccin, comme pour les autres médicaments, ils ont reçu une autorisation de mise sur le marché et donc ce sont les données scientifiques qui ont été évaluées par les autorités de santé de manière indépendante et qui ont conclu au rapport du grand bénéfice de ces produits, donc des vaccins en particulier. Tout au long de la visite guidée, le fleuron français des vaccins veut rassurer. L'industrie pharmaceutique est pragmatique. Toute erreur provoquerait un drame humain, mais aussi économique. La sécurité est donc un gage de survie ici. Sur la durée de fabrication, qui est extrêmement longue, près de 3 ans, près de 60% de ce temps est dédié au contrôle qualité des vaccins. Les tests sont effectués à chaque étape clé de la fabrication et au total, avant qu'un vaccin puisse sortir de nos usines et recevoir le label donné par nos pharmaciens, plus de 1200 tests individuels sont effectués sur chaque lot. Les vaccins peuvent provoquer de temps en temps des effets secondaires mineurs. Après une injection, on voit parfois une inflammation. Certains enfants vont avoir de la fièvre après la piqûre. Ce sont des effets secondaires mineurs.
Le problème, c'est quand il s'agit d'un effet secondaire grave. Ces effets secondaires graves sont extrêmement rares pour les vaccins actuellement commercialisés en Europe. Et ce risque très rare d'avoir un effet secondaire grave doit toujours être mis en balance avec les risques de ne pas se faire vacciner. En effet, si vous ne vous vaccinez pas, vous risquez d'avoir des complications liées à la maladie, des complications neurologiques, des complications parfois mortelles. Le cœur du problème, ce rapport bénéfice-risque n'est pas toujours facile à calculer. Joëlle revient ce soir pour la première fois au CHUV, en néonatologie. Mathis, son bébé, y est né prématuré. Elle veut assister à une réunion avec d'autres parents d'enfants nés trop tôt. Un enfant prématuré n'est pas plus à risque de développer des complications liées à la vaccination. Mais à la vue de ces couveuses, les souvenirs brouillent le raisonnement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici? Plein de choses. C'est dur parce que c'est vrai que c'est... j'ai passé, pendant 5 semaines, j'ai passé mes journées ici de 7h à 22h, donc c'est que c'était un peu ma maison. Et puis en même temps, il y a eu des bons moments, surtout ici au 8e étage, parce que c'est vrai que l'état est déjà stable quand le bébé est ici, donc c'est déjà positif. Mais en même temps, voilà, c'est tout ce qui s'est passé, tous les examens, les perfusions, tous les médicaments, les monitorings, tous ces trucs-là en fait qui font vraiment peur et il y a un peu plein de sentiments en fait. C'est aussi pour ça qu'on n'a plus envie d'en rajouter. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que c'est contradictoire parce que finalement, j'ai pas envie d'en rajouter dans le sens où j'ai tellement peur en fait de la vaccination par rapport à tout ce que j'ai pu lire, par rapport aux effets, par rapport à la toxicité de certains excipients. D'un côté, il peut très bien contracter une des maladies si je le vaccine pas et puis aussi se retrouver ici. Donc c'est un choix qui est super difficile parce que dans tous les cas, j'ai pas envie qu'il revienne là. On se pose plein de questions, c'est vrai de se dire qu'est-ce qui est bon finalement. Je veux le meilleur pour Mathis, mais je sais pas qu'est-ce que c'est le bon en fait. Et c'est difficile de prendre du coup une décision raisonnée. Mm-hmm. Oui, parce que c'est clairement l'émotionnel qui parle, quoi, dans ce contexte-là. Mm-hmm. On est dans des sociétés où les risques sont de plus en plus faibles, il faut être clair. On est dans des sociétés très sûres, mais du coup, les risques qui restent sont ceux qui sont inacceptables, qui nous font peur et par rapport auxquels on se dit on aurait dû faire quelque chose. Et dans le cas de la vaccination, le choix de la vaccination étant porté par les parents, c'est eux qui doivent quelque part se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'au cas où il y aurait une conséquence inattendue de la vaccination, je n'aurais pas dû? Et c'est ça, cette zone d'ambivalence, cette zone très grise dans laquelle les parents, je pense certains, sont très inconfortables, c'est d'avoir du mal à trier effectivement entre les risques de la maladie et les risques de la vaccination. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui. Ouais. Enchantée, Fabienne. Joëlle. Hello. Et ça va? Oui. Il y a une autre raison pour laquelle les vaccins font peur. Tous les jours en Suisse romande, un grand nombre d'enfants font de la fièvre ou attrapent une maladie virale. Il y en a donc forcément qui vont avoir ces symptômes peu après une vaccination, qu'il sera alors tentant d'accuser. Il y aura malheureusement aussi des maladies neurologiques, des leucémies et d'autres pathologies graves diagnostiquées. Difficile ensuite de convaincre les parents que c'est le fait du hasard, que lorsqu'on regarde les statistiques, il n'y a aucune causalité. Parce qu'on leur parle de données et de concepts abstraits, alors que la fièvre d'un nourrisson ou la maladie d'un enfant, c'est très concret. Et puis, les plus jeunes oublient souvent que le spectre des maladies infectieuses rôdait encore par ici il n'y a pas si longtemps.
Voici probablement l'un des meilleurs exemples où la population surestime les risques du vaccin par rapport au risque de la maladie. Le virus de la poliomyélite. 350 000 cas graves au niveau mondial il y a 30 ans encore, avant un efficace programme d'éradication qui a considérablement réduit le nombre de malades. En Suisse, par exemple, grâce entre autres au vaccin, il n'y a plus de nouveaux cas depuis longtemps. Mais 10 000 personnes vivent encore ici avec des séquelles visibles, traces indélébiles d'un fléau oublié. C'était un matin, on me prend dans mon lit ou le berceau et j'avais les membres qui étaient inertes, quoi. Enfin les membres inférieurs inertes. Enfin, on a tout de suite vu qu'il y avait un problème assez grave avec beaucoup de fièvre. Et le pédiatre est venu très rapidement, c'était à la Chaux-de-Fonds, ça. On savait que la polio était quelque chose de très, très, très répandu. Et on a tout de suite pensé que c'était ça. Et j'ai été pris en charge immédiatement pour éventuellement, enfin je dis bien éventuellement, pour bloquer l'évolution de la polio, puisque la polio commence toujours par le bas de la colonne vertébrale. Donc j'ai eu les membres inférieurs qui ont été atteints. C'est une maladie qu'on pouvait attraper même dans des classes plutôt moyennes, voire aisées. Absolument. Je suis d'une famille de classe moyenne à aisée, mais j'entends, on n'a jamais eu... Il y avait de l'hygiène, il y avait naturellement... Enfin voilà, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Un coup du sort pour Alain, car nous sommes en 1951, seulement 4 ans avant la découverte du vaccin. À cette époque, les séquelles de la maladie impliquent de longs séjours hospitaliers, des opérations importantes et parfois une vie sous assistance respiratoire. Un handicap aux nombreuses conséquences sociales. Mes 2 premières années d'école primaire, par exemple, je les ai fait à la maison. Je ne les ai pas fait à l'école. Je n'étais pas à l'école, je n'étais pas avec les autres. C'était très compliqué à l'époque d'aller à l'école parce qu'il fallait aller à pied. Je ne pouvais pas y aller, je ne marchais pas. Ou bien alors on me portait, on m'a beaucoup porté à cette époque-là. Seule une personne sur 100 présente des complications. Mais les séquelles sont irréversibles. À 67 ans, Alain suit 3 séances de physiothérapie chaque semaine. Avec l'âge, j'ai ce qu'on appelle le post-polio syndrome. Et puis le post-polio syndrome, c'est je perds tous les acquis. J'essaie au moins de garder le maximum d'activité physique aussi. Les petites pauses. Très bien. Et puis les bras tendus. Vous venez rapprocher les omoplates. Voilà. Alain a toutefois de la chance d'être né en Suisse. La vie peut être bien pire quand on n'a pas accès aux soins. Aujourd'hui, le virus sauvage de la polio circule encore au Nigeria, Pakistan et Afghanistan. L'éradication planétaire est un objectif important pour l'OMS, mais ce n'est malheureusement pas encore pour demain. Autre exemple de maladie oubliée, la rougeole. Si les complications sont rares dans un pays riche comme la Suisse, ce virus a encore tué près de 90 000 personnes en 2016, essentiellement des enfants. Nous avons tendance à omettre le passé, mais aussi l'ailleurs. Quand j'ai fait ma formation en France, j'apprenais la rougeole. C'était tout en bas à droite de la page où vous aviez toutes vos notes sur la fièvre chez l'enfant. Et je ne savais pas très bien à quoi ça ressemblait quand je suis partie pour ma première mission au Burkina Faso. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une maladie qui était extrêmement présente dans le monde, qui avait encore un poids en termes de vie et de mort et de handicap aussi sur beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ce côté maladie complètement disparue chez nous, alors qu'elles sont encore extrêmement présentes et affectent la vie de plein d'individus de l'autre côté, ça m'a beaucoup frappée. Un enfant qui a la rougeole, c'est 42 fièvres pendant 4-5 jours, c'est des aftes partout dans la bouche, un peu de diarrhée, éventuellement une bonne bronchiolite, une pneumonie. Après, en plus, dans les contextes où on travaille avec MSF, les enfants sont souvent carencés en vitamines, donc ils développent des complications, ils peuvent devenir aveugles.
Et une autre complication grave de la rougeole, c'est que dans les semaines qui suivent, on a une petite baisse de l'immunité. Et du coup, ces enfants vont pas forcément être frappés par la rougeole, mais dans les semaines qui suivent, vont développer une pneumonie grave, un palu grave, etc. Et vont mourir de ça. Et s'ils survivent à tout ça un petit peu plus loin, on sait qu'il y en a toute une partie d'entre eux qui va développer de la malnutrition sévère. Où là, je pense que tout le monde a vu des photos, il n'y a pas besoin de rappeler que malnutrition sévère, c'est extrêmement efficace pour tuer un enfant. Chez nous, en Afrique, on meurt de rien. Mais quand je vous dis de rien, c'est de rien. Des choses ici pour lesquelles, mais c'est bénin. On en meurt chez nous. Donc quand on est ici, on a accès à ces soins, à ces possibilités, donc, comme le vaccin, on en profite. La famille Loumeto connaît le nord et le sud. Originaire de Côte d'Ivoire, elle vit depuis des années en Suisse. Tétanos, polio, rougeole, rubéole, Nadia sait ce que c'est. Et donc, cela fait sens pour elle de protéger ses enfants le mieux possible. Prenez place, je vous en prie. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, on se voit pour Ray. Pour sa vaccination, on devait rattraper la 3e dose du pneumocoque. Parfait. Alors, je vais préparer les vaccins et puis je reviens vers vous. Pour nous, c'est tout à fait normal. Le maximum, je l'offre à mes enfants. Donc, voilà. Et les vaccins, il n'y a jamais eu de problème? Non. Jamais. Non. Ça, vraiment, faut le marteler. Nous, on n'a jamais eu de problème. Et voilà. Moi, je vais venir vers vous. Je vais juste prendre mon tambouret. Piqué. Le vaccin ne vous fait pas peur? Pas du tout. Au contraire? Au contraire, bien au contraire. Pour moi, il protège. Il évite... Voilà, il a été fait à la base pour protéger. Donc pour moi, il protège. Il est utile. Le sparadrap. C'est fini. C'est fini. L'Occident se pose trop de questions. Vous vous posez trop de questions. Faites un tour un peu. Allez voir un peu là ce qui se passe ailleurs. Vous comprendrez le cadeau que vous avez. Oui, nous, chez nous, on a une joie de vivre. Les petites choses, on les prend comme un œuf. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. La vie ne tient qu'à ça. Et ici, en Occident, la vie ne tient plus qu'à ça. Non, on a tout. Et on ne fait plus attention aux choses les plus importantes. Faites un tour un peu, sortez de vos carrés et vous apprécierez encore plus ce que vous avez ici. C'est joli cette chanson. Je trouve qu'on est dans un monde très particulier où effectivement il y a une partie du monde avec des frontières qui deviennent de plus en plus floues, mais il y a une partie du monde où quand vous perdez votre enfant, on considère que vous avez été frappé par le sort, injuste, que c'est une situation unique, que personne ne devrait vivre. Et une autre partie du monde où ce que vous espérez, c'est que vous en perdrez qu'un. Il y a une partie du monde où les gens savent que leur enfant va être frappé par la maladie. Et par expérience, ces maladies sont quand même principalement des infections. Et dans ces infections, il y a des infections qui peuvent être prévenues par les vaccins si on a la chance de les recevoir. Ouais. Ça va, Loulou? La Suisse, pays riche par excellence, a la mémoire courte. Certaines maladies infectieuses graves ont disparu, certes, mais le risque qu'elles reviennent n'est pas nul. Ces maladies infectieuses peuvent revenir dans les pays industrialisés. N'oublions pas que la population suisse part en vacances à l'étranger, s'exposant parfois à des taux de maladies qui n'ont rien à voir avec ceux d'ici. Ils peuvent attraper la maladie là-bas et la ramener ici. Et même s'ils ne partent pas en voyage, leurs voisins partent en vacances et peuvent ramener des maladies. Donc, en n'étant pas vacciné, vous avez un risque significatif d'attraper ces maladies infectieuses. Avec les flux migratoires, c'est clair, vous pouvez avoir à un moment donné une personne qui vient d'une zone endémique et qui vient porter justement, inoculer, on va dire, à l'occurrence, le virus au sein d'une population. Une donnée que peut-être peu de personnes savent, il y a quelques années à Genève, dans les eaux filtrées de Genève, on a détecté un virus de la polio. Probablement
parce qu'il doit y avoir soit un touriste, soit quelqu'un qui venait d'un pays endémique et qui l'a inoculé dans une toilette d'un hôtel ou j'en sais rien, on n'en sait rien. Mais pour dire, le virus de la polio a été identifié dans des eaux d'épuration, station d'épuration à Genève. L'eau est l'une des principales voies de contamination de la polio. C'est sans doute ainsi qu'Alain a contracté le virus il y a 67 ans. Hasard des rencontres, sa femme est pédiatre. Le couple a pu avoir 2 enfants, mais rien ne fut facile. La vaccination est donc ici un sujet très sensible. Je pense que le fait d'avoir un mari qui a la polio, ça m'a plutôt... je pense pas que ça m'ait rendue vraiment beaucoup plus tolérante envers les parents qui étaient absolument opposés à la vaccination. Ça m'a rendue beaucoup plus consciente de tout le parcours de ce que ça représente d'être paralysée infantile sur la polio. Ce dont je ne me rendais pas compte avant. Et je pense que c'est un des grands problèmes parce que les gens, pour eux, la polio, c'est devenu abstrait. Y compris, par exemple, mes confrères. Ils ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est que d'être paraplégique. Mais ils ne se rendent pas compte. Quand on marche avec des cannes, parce qu'à l'époque, ils marchaient avec des cannes, on ne peut pas porter. Donc on ne peut pas porter un enfant. On peut encore moins en porter 2, on ne peut pas lui courir après. Donc il fallait presque toujours quelqu'un qui soit là à la maison pour seconder si c'était nécessaire, en particulier quand on a eu notre 2e enfant. La polio, c'est encore quelque chose qui existe, même s'il y a extrêmement peu de cas encore dans le monde actuellement déclarés. Mais on sait très bien que la polio ne disparaîtra le jour où il y aura 0,000 cas dans le monde. Éradiquer la polio, comme on l'a fait avec la variole, c'était l'espoir de l'OMS pour la fin du XXe siècle. Il ne s'est pas concrétisé, entre autres à cause des guerres et des extrémismes religieux violemment opposés au vaccin. La polio continue donc à faire des victimes, mais très loin d'ici. Et c'est bien le problème avec les vaccins. Beaucoup nous protègent contre des maladies dont nous minimisons le danger parce que nous n'en avons jamais fait l'expérience. Et c'est tout le drame de la prévention efficace. Elle est très difficile à percevoir et on va jusqu'à dire qu'elle est inutile parce qu'on a oublié comment c'était avant. En revanche, le moindre effet négatif est toujours mis en exergue et amplifié. À quoi s'ajoutent les informations fausses, toxiques et qui s'incrustent. Souvenez-vous de l'affaire de la fraude scientifique qui avait relié le ROR à l'autisme. Ce gros mensonge, monté de toutes pièces, continue pourtant à faire des dégâts. Alors à qui faire confiance ? Les experts et les politiciens, démasqués en plein conflit d'intérêts, aggravent encore cette ambiance de défiance. Enfin, l'utilité des vaccins n'est pas évidente puisque nous sommes protégés par la majorité qui se vaccine. Pour l'instant du moins, parce que la couverture baisse. Dans une société individualiste, les discours sur la solidarité et la protection de toute la communauté fonctionnent de moins en moins. Il faut donc trouver d'autres arguments en phase avec l'époque. Mieux comprendre les doutes et ceux qui doutent. C'est l'objectif de ce doctorant en sociologie. Michael Demol parcourt aujourd'hui la Suisse à la rencontre des vaccinosceptiques. Il a déjà récolté des dizaines de témoignages, comme celui de Joël. Qu'est-ce que vous faites en général pour empêcher Mathis de tomber malade? Alors déjà, j'évite tout ce qui est lieu public. D'accord. Donc je vais pas au supermarché avec Mathis par exemple. Enfin, j'évite. J'y suis allée quelques fois, mais vraiment j'évite. S'il y a des personnes de mon entourage qui sont malades, je vais pas aller chez eux ou je vais pas non plus les recevoir si j'ai des personnes qui sont malades. Après, des mesures d'hygiène toutes bêtes, mais voilà, déjà moi bien me laver les mains. Si j'ai été chez des personnes, quand je rentre, je lui lave bien les mains à l'eau. Je lui passe aussi une petite lavette sur le visage. Des choses un peu comme ça. D'accord. Vous vous considérez aujourd'hui comme anti-vaccin? Non. Non, clairement pas. Moi-même, j'ai fait le vaccin à la naissance de mon fils. J'ai pas tout de suite fait le vaccin, mais je l'ai fait quelques semaines après contre la coqueluche. Donc je me considère pas comme anti-vaccin. J'ai eu pas mal de réticences, c'est vrai. Mais après, je suis pas anti-vaccin. C'est différent quand il s'agit de mon fils ou quand il s'agit de moi. Les enjeux sont pas les mêmes. Selon ses premières recherches sociologiques,
Joëlle incarne parfaitement la personne vaccino-hésitante aujourd'hui en Suisse. Une jeune maman, éduquée, d'un niveau socio-économique confortable, sceptique, mais pas radicalement opposée à la piqûre. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Pour moi, la surprise, c'est un des grands résultats de cette étude, c'est que avant de faire ce travail en tant que sociologue, j'avais toujours cette image de c'est soit qu'on est pour, soit qu'on est contre la vaccination. Et puis qu'il y avait seulement ces deux choix, ces deux possibilités-là. Mais en fait, ce qu'on voit avec les parents et les médecins qu'on a interviewés, nous, c'est qu'il y a cette zone grise où il y aurait de la place pour l'ambivalence, pour des questionnements. Et puis que poser la question, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Nos participants, ils ont eu de la peine à répondre à cette question. Et puis, ils ne voient pas la chose comme ça. C'est plutôt, oui, peut-être ce vaccin-là, il est bien, mais dans ce contexte-là, peut-être pas. Que ce soit les parents ou les médecins qui disent ces genres de constats. C'est également l'une des conclusions de notre enquête. Les anti-vaccins radicaux sont rares. Mais de plus en plus de parents, et même de médecins, ne veulent plus entendre parler de la vaccination comme d'un sujet indiscutable. Le discours officiel considère les vaccins comme étant utiles, efficaces et sans danger, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont taxés d'anti-vaccinalistes, ce qui coupe court à tout débat. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis critique face au vaccin. Si j'étais anti-vaccin, je ne ferais pas de vaccin, or je vaccine. Probablement que je vaccine plus que n'importe quel généraliste, du fait de ma pratique qui est très proche d'une pratique pédiatrique où c'est l'âge où on vaccine le plus. Donc ça peut paraître paradoxal, mais... Donc si j'étais vraiment anti-vaccin, je ne ferais aucun vaccin. Vous souhaitiez faire le tétanos seul? Oui. Le tétanos n'existe plus, seul. Donc voilà, donc les alternatives, c'est soit de trouver éventuellement à l'étranger, ou alors faire un vaccin combiné, le minimum étant le diphtérie-tétanos. D'accord. C'est pas nécessaire de décider absolument maintenant, mais je vous laisse y réfléchir, et puis on peut les vacciner quand vous voulez. Nous, c'était plus le tétanos qu'on souhaiterait éventuellement faire parce que chez nous, il y a pas mal de machines. On a une famille où il y a aussi des gens qui font du motocross. On est à côté de la forêt. Donc, enfin, voilà, il y a un peu tous ces facteurs-là. Puis je me dis que celui-là, je veux le faire. Et puis que les autres, je les trouve pas utiles. Voilà, la mesurer, la peser, on va faire un petit examen clinique, dire oh non. Beaucoup de parents et de médecins aimeraient aujourd'hui une vaccination à la carte. Mais c'est quasi impossible. La plupart des vaccins s'injectent groupés, contre 4, 5, voire 6 maladies à la fois. Cela diminue le nombre de piqûres, donc la quantité totale d'adjuvants. Ça ne surcharge généralement pas le système immunitaire, mais cela repose sur ce dogme que tous les vaccins se valent. On peut réfléchir pour chaque vaccin, quelle est son utilité réelle, quels sont ses risques, et pour la maladie pour laquelle le vaccin est proposé, est-ce que c'est une maladie grave, est-ce que c'est une maladie qui est fréquente, est-ce que c'est une maladie où il existe un traitement, et c'est tout ça à mettre en balance pour voir le bénéfice-risque d'un vaccin, et pour chaque vaccin faire ce travail-là. C'est parfait, elle met encore sur la pointe des pieds, mais pas, ouais, c'est très bien. Elle est prête pour partir bientôt. On va la peser, peut-être l'asseoir sur la balance. Voilà, on met la balance là. Vous pouvez l'asseoir. Au-delà des risques, il existe en effet beaucoup de questions ouvertes. Quel est le meilleur âge pour protéger contre telle ou telle maladie? Combien de doses, de rappels pour chaque vaccin? Beaucoup de réponses sont standardisées, alors que nous sommes tous très différents. Elle va tout bien, hein. Chaque vaccin mériterait sa propre évaluation, sa propre enquête. De plus en plus de personnes estiment en effet qu'il faut faire cet effort, au cas par cas, en finir avec le manichéisme. Il faut sortir du pour et du contre. On ne peut pas être pour les vaccins ou contre les vaccins. C'est aussi ridicule que d'être pour les médicaments ou contre les médicaments. On ne peut pas être aussi catégorique sur ces sujets-là. Après, en termes de balance bénéfice-risque pour les nouveaux vaccins, ce qui est sûr, c'est que
ils vont viser des maladies qui représentent un moindre fardeau que ce qu'on visait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'évidemment, la variole, la poliomyélite, c'était des maladies qui décimaient une part non négligeable de la population. Aujourd'hui, il n'y a plus de fléaux qui ont autant d'impact sur nos sociétés. Donc forcément, l'impact bénéfice-risque, il sera moindre qu'il y a 30 ans quand on s'attaquait à la poliomyélite, ou pas 30 ans, on va dire, qu'il y a 50 ans quand on s'attaquait à la poliomyélite, ça c'est sûr. Comme par exemple un vaccin contre la varicelle, c'est pas la même chose qu'un vaccin contre la polio, quoi. Voilà, une varicelle, je pense qu'il y a une chance sur plus de, 500 000 d'avoir des séquelles graves. La polio, il y a quand même une chance sur 100 d'être handicapé à vie. On n'est pas sur la même dangerosité des maladies. Et que dire de celui-là ? Le vaccin contre la grippe fait aujourd'hui partie des vaccins qui cristallisent le plus de tensions. Son efficacité est très faible. Des adjuvants sont souvent nécessaires. Et vu que le virus mute chaque année, le vaccin change aussi. C'est donc une belle rente pour l'industrie pharmaceutique. Chaque année, 500 millions de doses rapportent des milliards à une poignée de firmes privées. Rien pour rassurer des parents très protecteurs comme Joël. Que les autres prennent des risques pour un vaccin inutile, ok, mais pas Mathis. Maman, comme ça on est tout propre. On est tout propre. Je me dis, il y a des gens, pour eux, c'est égal de vacciner. Enfin, ils se vaccinent comme ils pourraient faire d'autres choses. Qui se posent pas forcément plus de questions, qui croient pas aux effets secondaires, aux complications. Donc, tant mieux. Moi, c'est vrai que si je peux profiter du fait qu'eux, ils se vaccinent pour pas vacciner mon fils, c'est vrai que je vais profiter, j'avoue. Ouais. C'est un peu égoïste, ça. Oui, c'est égoïste. Mais finalement, si eux, ça leur pose pas de problème, voilà. Enfin, moi, c'est vrai que je préfère profiter des autres, finalement, oui, effectivement. Si c'est pour éviter que mon fils développe des complications ou des effets secondaires, enfin, voilà. Qui veut-on protéger quand on se vaccine ? C'est le dernier point à mettre en balance avant de décider de se faire piquer ou pas. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de bénéfices-risques pour l'individu, pas pour la collectivité. Ce que beaucoup de personnes sceptiques ne savent peut-être pas, c'est que nous sommes tous différents. Il y a des gens plus fragiles, même si ça ne se voit pas. Christophe Mauduit, par exemple, a dû être greffé du rein et de la moelle osseuse. Avec la greffe de rein et la greffe de moelle, il y a une immunosuppression. Après, avec la greffe de moelle, on met tout votre système immunitaire à zéro. Vous recommencez comme un nouveau-né. Vous êtes à la merci de tout ce qui passe, quoi, en fait, comme maladie. Donc, il faut vraiment se protéger. Les patients greffés d'organes solides ou greffés de moelle, comme M. Mauduit, ont un système de défense amoindri simplement par les médicaments qu'on leur donne afin qu'ils ne rejettent pas leurs organes greffés. Dans ce cadre-là, n'importe quelle maladie virale banale, la grippe, un rhume, que vous et moi pourrions attraper, lui, premièrement, aura plus tendance à l'attraper, donc il y a une plus grande fragilité de ce côté-là, et les conséquences d'une infection sont également beaucoup plus sévères. C'est-à-dire que si vous et moi, nous allons faire une grippe avec quelques jours de fièvre, lui, il risque de finir aux soins intensifs, intubé, avec une pneumonie virale, avec des conséquences potentiellement dramatiques également par rapport à la survie de son greffon. Donc, ils sont à la fois plus fragiles parce qu'ils les attrapent plus facilement, et plus fragiles parce que les conséquences sont beaucoup plus sévères. Ma petite voisine du dessous a eu la varicelle 2 ans après ma greffe de moelle. Et comme je vous l'ai dit, comme toutes mes défenses immunitaires avaient été remises à zéro, je n'ai pas été revacciné contre la varicelle. Et j'ai attrapé la varicelle en serrant la main de son papa. Lui a été juste le transmetteur. Et j'ai été hospitalisé pendant 1 semaine et demie. Avec varicelle et zona. Il y a des boutons sur tout le corps, et puis associé au zona qui est effectivement sur toute cette face, c'était très impressionnant. Ouais. Christophe Mauduit prévoit de partir en vacances en Asie. Il aimerait se faire vacciner aujourd'hui contre la rougeole. Mais il apprend que ce n'est pas possible.
Vous avez un traitement immunosuppresseur actuel qui est faible, mais malheureusement, ça contre-indique pour l'instant la vaccination contre la rougeole. En effet, ce vaccin contient un virus vivant. Même affaibli, le danger est parfois trop grand pour un patient immunosupprimé. N'importe quel pathogène peut le renvoyer aux urgences des années après la greffe. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? C'est le vaccin ou la maladie? Ah là, la maladie, clairement. Enfin, c'est de nouveau une hospitalisation, j'imagine, et c'est vraiment quelque chose d'anxiogène. Ouais. Parce que si vous pouviez avoir ce vaccin, vous le feriez, quoi. Ah, c'est ça, bien sûr. Je pense que ce n'est pas suffisamment connu à quel point on est entouré de patients immunosupprimés et qu'en fait, on peut protéger ces patients fragiles. Mais là, j'inclus également les personnes âgées, pas seulement les immunosupprimés. On peut même considérer n'importe quelle personne âgée autour de nous comme fragilisée par la diminution des défenses immunitaires avec l'âge, la sénescence immunitaire, comme on dit. Et ces patients-là, on peut les protéger. Et ça, c'est peut-être pas très bien connu du grand public. Qu'on peut les protéger en se protégeant nous-mêmes. Exactement. Quel est votre regard sur les gens qui hésitent à se faire vacciner? Oui, alors pour moi, c'est de l'égoïsme, parce qu'il y a sûrement une désinformation, il y a sûrement quelques problèmes liés à des vaccinations, à des réactions, des personnes sensibles qui font des réactions sur des vaccins ou des adjuvants, mais la majorité de la population qui est vaccinée n'a aucun souci, et cette vaccination protège l'ensemble de la population. La couverture vaccinale est encore importante en Suisse. Plus de 90% des enfants sont par exemple immunisés contre le tétanos, la polio, la rubéole, la rougeole. Mais le recul de cette couverture révèle un scepticisme et surtout un individualisme grandissant, également difficile à éradiquer. C'est sûr qu'idéalement, le meilleur vaccin, ce serait un vaccin personnalisé qui prendrait en compte les sensibilités de chacun, son mode de vie. Ce serait l'idéal. Après, il ne faut pas perdre de vue que cet outil, il fonctionne aussi parce que c'est un outil, quelque part, de masse. C'est-à-dire que si on ne peut pas avoir un outil très peu cher qui permet de l'utiliser sur l'ensemble des habitants de la planète, on risque aussi de passer à travers l'objectif escompté. Donc il faut voir comment on arrive à la fois à tendre vers cet idéal sans perdre les avantages du produit de santé pour tous. Favoriser l'individu ou favoriser la communauté, c'est bien toute la question. De nouveaux vaccins sont apparus ces dernières années, comme celui contre le papillomavirus, très controversé. Le débat sur les bénéfices et les risques est devenu plus complexe qu'il ne l'est pour les anciens vaccins. Et il n'est pas indispensable de se prémunir contre absolument toutes les maladies pour lesquelles il existe un vaccin. On peut donc raisonner au cas par cas en fonction de l'utilité et du profil de sécurité de ces nouveaux vaccins. En revanche, la vaccination à la carte n'a aucun sens pour les indispensables. Diphtérie, tétanos, polio, rougeole et rubéole. Ces 5-là ont démontré leur grand rapport risque-bénéfice de manière incontestable. Dès que la couverture vaccinale de ces maladies baisse, il y a des victimes, même dans les sociétés riches. En Europe, depuis le début de cette année, il y a eu 41 000 contaminations par la rougeole, un record. 37 personnes sont mortes et des dizaines garderont des séquelles. Si on veut préserver la santé pour tous, il faut donc réinventer un discours contre l'intox, retrouver le chemin de la confiance et du dialogue entre ceux qui défendent les vaccins et ceux qui s'en méfient.
Merci à tous ceux qui ont réagi sur les réseaux sociaux durant l'émission. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. On a un joli catalogue d'enquêtes indépendantes sur la santé. Et puis en plus, ça va caresser les algorithmes dans le sens du poil. C'est bon pour nos statistiques. Mais surtout, prenez bien soin de vous. Toute l'équipe de 36.9 était très heureuse de vous avoir ce soir. À tous une excellente fin de soirée. Merci et à bientôt. Avec Aquatis, vivez la magie de l'eau douce.